L'importance du procès de Klaus Barbie, c'était pas tant la condamnation. Chacun savait que, compte tenu du fait que les psychiatres avaient déclaré que Barbie était normal, entre guillemets, la réclusion criminelle à perpétuité était quasiment acquise. Le procès, c'était véritablement d'offrir une unité de temps et de lieu pour permettre à la parole des victimes de prendre toute sa place. Les victimes n'avaient jusqu'alors quasiment jamais parlé ou n'avaient parlé que par bribes. Les victimes étaient gênées, soit par pudeur, soit par la crainte de se faire plaindre. Les victimes ne parlaient que très peu, même en direction de leur famille. Et c'est ainsi que le procès Barbie a été une sorte de déclencheur pour permettre à ces victimes de se dire « si je ne parle pas à l'occasion de ce procès, je ne parlerai jamais ». Et le procès Barbie est entré dans l'histoire par cette victoire sur l'indicible qu'il est parvenu à réaliser. C'est ça la leçon du procès Barbie. Et Robert Badinter, le garde des Sceaux de l'époque, l'avait bien perçu par avance, qui avait fait voter en 1985 une loi spéciale permettant l'enregistrement audiovisuel de la totalité des débats du procès Barbie et au-delà des procès ayant une dimension historique. Alors nous sommes ici dans l'ancienne prison militaire de Montluc à Lyon, prison militaire depuis 1921 et qui, au début des années 1943, fin janvier 1943, a été réquisitionnée par Klaus Barbie pour en faire la prison de la Gestapo lyonnaise. Klaus Barbie était arrivé au moment du franchissement de la ligne de démarcation et de l'occupation de Lyon, fin 1942, et après avoir installé les bureaux de sa Gestapo à l'hôtel de Château-Perrache, puis à l'école de santé militaire, eh bien Barbie a eu évidemment pour souci de se constituer sa propre prison. Il a donc réquisitionné à partir de fin janvier 1943 cette prison de Montluc, en a expulsé ses occupants, des détenus qui étaient incarcérés pour opposition au régime de Vichy, et c'est ainsi que de février 1943 au dernier jour d'août 1944, Barbie a réuni ici des juifs, des résistants, des raflés. Ce sont au total plus de 10 000 détenus par la Gestapo lyonnaise qui ont transité par cette prison de Montluc. Montluc était un lieu de regroupement des différentes personnes arrêtées. Montluc n'était qu'un lieu de transit, bien que certains détenus y soient demeurés durant plusieurs mois. C'est-à-dire que régulièrement, il y avait des appels, avec ou sans bagage. Sans bagage, c'était la conduite d'un certain nombre de détenus aux portes de Lyon pour des exécutions sommaires. Et avec bagage, c'était le transport de détenus dans des convois qui partaient de Perrache. Les résistants partaient en direction de Compiègne, camp de regroupement des résistants pour ensuite les camps de concentration de Mauthausen, Buchenwald, Dachau, etc. Et les Juifs étaient regroupés à Drancy, d'où se formaient les sinistres convois de wagons à bestiaux, essentiellement à destination du camp d'Auschwitz-Birkenau. Donc Montluc était véritablement la plaque tournante de la répression nazie. C'est là que l'on regroupait les gens pour ensuite les diriger, soit vers la solution finale, soit vers les camps d'extermination des résistants. Alors en un premier temps, les cellules ont été occupées. Bien qu'il s'agisse de minuscules cellules de moins de 5 mètres carrés, on y logeait entre 6 et 8 personnes. Et lorsque la surpopulation a été telle que l'on ne pouvait plus se contenter d'incarcérer des gens dans les cellules, eh bien on a utilisé tous les locaux annexes, que ce soit les ateliers, que ce soit les buanderies. C'est ainsi que l'incarcération à Montluc, c'était les cellules, les locaux annexes et puis une baraque qui se trouvait au centre de la cour, une vieille baraque qui accueillait jusqu'à 300 personnes. Il y avait des résistants, mais il y avait aussi des juifs, et cette présence importante de juifs à l'intérieur de cette baraque a fait dénommer ce bâtiment, cette baraque aux juifs. Ce nom est resté, c'est un nom qui a été notamment mis en valeur par André Frossard, qui était à la fois juif et résistant, ce grand chroniqueur, ce grand écrivain qui a, à la fin de la guerre, écrit un ouvrage important décrivant la vie dans ce qu'il appelait bien la baraque aux juifs.
Ah bien, Barbie a été nommé le boucher de Lyon parce qu'il était le responsable de la Gestapo lyonnaise, de la répression nazie. Boucher de Lyon, eh bien, ça veut dire qu'il n'a jamais fait de sentiment et que pour lui, son serment de SS lui imposait d'être intraitable avec les résistants, de les mettre hors d'état de nuire et bien évidemment d'assurer la rafle la plus efficace possible des Juifs, que ce soit des vieillards, que ce soit des enfants, d'où son surnom de boucher de Lyon. Je pense que Klaus Barbie est l'archétype de ce que peut fabriquer le fanatisme. Klaus Barbie était un garçon bien sous tout rapport. À 13, 14, 15 ans, il militait dans des associations humanitaires, il s'occupait de secourir des prisonniers, de les visiter, etc., etc., jusqu'au jour où, en 1933, alors qu'il est encore au lycée et qu'il veut faire des études de théologie, c'est peu dire, il va perdre successivement la même année son père et son unique frère. Et le voici seul avec sa mère. Et 1933, c'est l'année terrible où Hitler prend tous les pouvoirs. Et Barbie va à ce moment-là être capté par les jeunesses hitlériennes, va être capté par cette organisation nazie où il va trouver beaucoup de confraternité, où il va trouver un esprit communautaire, où il va trouver une chaleur humaine. Et là, évidemment, c'est le piège, parce qu'on va lui instiller, bien évidemment, non seulement le culte du Führer, mais également le culte de ses idées. Et l'enseignement de Mein Kampf fait partie, bien sûr, du lavage de cerveau que subissent les membres des jeunesses hitlériennes. Et très rapidement, on va repérer Klaus Barbie comme un garçon extrêmement intelligent, extrêmement convaincu de cette philosophie folle. Et c'est dans ces conditions que l'on va, bien sûr, le sélectionner pour suivre l'école de formation des SS et qui va devenir un jeune lieutenant SS extrêmement efficace, extrêmement apprécié de ses supérieurs. On a retrouvé des fiches de notation de Klaus Barbie dans sa jeunesse SS. Ce sont des fiches particulièrement élogieuses. Klaus Barbie a quitté Lyon dans les heures qui ont précédé la libération de Lyon. Klaus Barbie, qui était quelqu'un de très intelligent, a bien compris qu'à mesure que les libérateurs de la Provence, à la suite du débarquement du 15 août 1944, remontaient la vallée du Rhône, que Lyon allait être libéré, il fallait absolument qu'il quitte les lieux. Et c'est ainsi que de lui-même, il a quitté les lieux et qu'au moment de la libération, eh bien, officiellement, il a été introuvable. Je dis officiellement parce que très vite, après la libération du territoire français, on l'a retrouvé en Allemagne. Non pas les Français, mais les Américains. Et les Américains ont bien compris que Barbie leur était très utile. Nous étions aux portes de la guerre froide et les Américains avaient besoin d'anciens cadres de la Gestapo qui connaissaient particulièrement les réseaux communistes en Europe pour justement permettre aux Américains de débusquer ces réseaux communistes. Et c'est ainsi que Barbie va devenir un agent de renseignement tout à fait officiel des services de renseignement américains. Agent officiellement immatriculé, agent rémunéré, et c'est ainsi que Barbie, pendant plusieurs années, va bénéficier de la protection des autorités américaines qui vont même favoriser, lorsqu'ils n'en auront plus besoin, son exfiltration d'Europe en direction de l'Amérique du Sud. Et c'est ainsi que Barbie va se retrouver un beau jour en Bolivie, sous la fausse identité de Klaus Altmann, sous laquelle il va pouvoir obtenir la nationalité bolivienne, et que Barbie va être là-bas eh bien, dans la certitude qu'il est définitivement à l'abri de toute espèce de poursuite avec les autorités françaises, par les autorités françaises, pour une bonne raison, c'est qu'il collabore activement au régime. La Bolivie est alors dirigée par un régime dictatorial de colonels, de généraux, etc. Et Barbie est devenu le conseiller technique du ministre de l'Intérieur. Il a même acquis, c'est très symbolique, le titre de colonel honoraire de l'armée bolivienne. Et c'est ainsi que lorsque la France voudra récupérer Klaus Barbie pour le juger, parce qu'il avait été jugé à 2 reprises, en 1952 et 1954, pour un certain nombre d'exactions, il avait été condamné à mort, mais il avait été condamné à mort par contumace. On n'avait pas pu ramener ces 2 condamnations à mort à exécution.
Ce qui fait que Barbie, bien sûr, va être à l'abri de toute poursuite et qu'en 1969, lorsque le président de la République française, Georges Pompidou, demande à la Bolivie l'extradition de Barbie, on lui oppose bien évidemment une fin de non-recevoir. Alors il y aura l'entrée en scène de deux grands chasseurs de nazis français que chacun connaît, Serge et Beate Klarsfeld, qui vont tenter d'organiser un enlèvement de Barbie, non pas pour l'exécuter, mais pour le remettre à la justice française. Ils vont s'entourer de la collaboration d'un intellectuel français qui était parti sur place, qui s'appelait Régis Debray, parti sur place pour soutenir Che Guevara, qui avait été emprisonné, qui avait été libéré, et ils vont tenter d'organiser l'enlèvement de Barbie avec l'aide et la collaboration d'un opposant au régime qui s'appelle Gustavo Sánchez Salazar. Et ce Gustavo Sánchez Salazar va les aider à enlever Barbie. Malheureusement, cette tentative d'enlèvement va échouer. Ce qui fait que pendant de nombreuses années, eh bien, on a quasiment dû faire le deuil d'un retour de Barbie sur le territoire français. Cela était très ennuyeux, cela était très gênant, parce que la prescription de la peine en France était de 20 ans, c'est-à-dire que la dernière condamnation remontant à 1954, passé 1974, Barbie ne pouvait plus être poursuivie. Non seulement poursuivie, mais plus précisément ne pouvait plus voir ramener à exécution les peines qui avaient été prononcées contre lui. Par bonheur, entre-temps, la loi française avait déclaré imprescriptible le crime contre l'humanité. Il ne restait donc plus à la justice française qu'à voir si parmi les crimes reprochés à Barbie, qui n'avait pas bien sûr été jugé en 52 et en 54, car on ne peut pas juger bien sûr quelqu'un deux fois pour la même chose, il n'y avait pas des faits qui, pouvant recevoir la qualification de crime contre l'humanité, ces nouveaux crimes qui avaient été définis dans le cadre de la création du tribunal militaire international de Nuremberg, c'est les célèbres accords de Londres de 1945, il n'y avait pas précisément des faits constitutifs de crimes contre l'humanité, non jugés en 1952 et 1954, et qui, devenus imprescriptibles, permettraient l'engagement de nouvelles poursuites. Et c'est ainsi que très rapidement, on a découvert des faits qui n'avaient pas été jugés, qui à l'évidence constituaient des crimes contre l'humanité et qui ont permis l'ouverture d'une nouvelle procédure. C'est dans ces conditions que le juge d'instruction de Lyon a lancé un mandat d'arrêt international et ce mandat d'arrêt a pu recevoir exécution début 1983 parce qu'il y a eu un changement de régime en Bolivie, que les colonels ont été renversés, qu'un régime démocratique s'est installé et qu'au sein du gouvernement bolivien, qui a-t-on trouvé comme vice-ministre de l'Intérieur? Monsieur Gustavo Sánchez Salazar, celui-là même qui avait participé aux côtés des Klarsfeld à la tentative d'enlèvement de Barbie. Et Gustavo Sánchez Salazar a immédiatement indiqué aux autorités françaises qu'ils étaient prêts à remettre Klaus Barbie. Par bonheur, Régis Debray, à ce moment-là, c'est vraiment les grands rendez-vous de l'histoire, était conseiller du président de la République française, François Mitterrand, ce qui fait qu'au plus haut niveau de l'État, eh bien, on décida qu'il fallait et que l'on allait récupérer Klaus Barbie. Alors, il n'y a pas eu d'enlèvement de Klaus Barbie. Il y a eu simplement le constat par le nouveau gouvernement bolivien qu'il avait acquis la nationalité bolivienne d'une manière totalement illégale, puisqu'il l'avait acquise sous la fausse identité de Klaus Altmann. Lorsqu'on acquiert une nationalité et que l'on use d'un nom d'emprunt, on ne peut pas opposer une acquisition légale de cette nouvelle nationalité. Donc Barbie a été renvoyé de Bolivie, mis dans un avion bolivien. Cet avion bolivien a atterri en Guyane, territoire français, et c'est là qu'on lui a notifié le mandat d'arrêt du juge d'instruction de Lyon, qu'il a été donc ramené sur le territoire français. Nous étions au premier jour de février 1983, et là, eh bien, il y a eu un geste symbolique que voulut à l'époque le garde des Sceaux, qui était Robert Badinter, dont le père, Simon Badinter, avait été une des victimes de Klaus Barbie, et qui demanda qu'à son arrivée à Lyon, symboliquement, Klaus Barbie fut incarcéré ici, à la prison de Montluc, le lieu même de ses crimes. Et c'était évidemment un geste très fort, hautement symbolique. Il fallait que le bourreau revînt répondre devant la justice française de ses crimes dans le lieu où il avait commis la répression qu'on lui reprochait.
L'Allemagne avait parfaitement le droit de juger. Une plainte avait été déposée au parquet de Munich par les époux Klarsfeld, et malheureusement cette plainte avait été classée sans suite au motif qu'il n'était pas, selon le parquet de Munich, il n'était pas établi que Barbie avait réellement connaissance de la solution finale. Voilà. Mais bien évidemment, la résolution des Nations Unies de 1946 permet à tous les pays où des exactions avaient été commises par les nazis d'engager des poursuites contre les dits nazis dès lors qu'ils sont vivants et qu'on peut les retrouver. Le premier fait donc, que l'on reproche à Barbie est ce que l'on appelle la rafle de la rue Sainte-Catherine, c'est-à-dire que rue Sainte-Catherine existait, l'Union générale des institutions juives de France avait une sorte de centre social où l'on recevait les familles, notamment celles qui souhaitaient partir pour la Suisse, et là, eh bien, Barbie organise évidemment une opération sur ce centre juif, et on va prendre en otage, capturer l'ensemble des présents, à la fois le personnel et les gens qui se présentent, plus de 80 personnes qui vont être immédiatement arrêtées, conduits vers des camps de concentration via Drancy, et il n'y en aura que quelques unités d'entre eux qui reviendront. Ça, c'est le premier fait, la rafle de la rue Sainte-Catherine. Le second fait, que chacun connaît, c'est la rafle des enfants d'Isieux. Le 6 avril 1944, 44 enfants du home d'enfants juifs d'Isieux, dans le département de l'Ain, sont arrêtés, jetés dans des camions, conduits ici à la prison de Montluc pendant une nuit, et dès le lendemain, placés dans des wagons à destination, encore une fois, de Drancy, Auschwitz. Et là, les malheureux enfants d'Isieux seront gazés, exterminés dans les heures qui suivent leur arrivée. Enfin, le dernier grand crime contre l'humanité reproché à Barbie, c'est la rafle, c'est le dernier convoi du 11 août 1944, où Barbie fait choisir 650 détenus, 500 à Montluc, 150 aux prisons de Perrache à Lyon, à la fois juifs et résistants, les met dans un convoi ferroviaire, tout à fait normal. Un train de voyageurs est arrivé à Auschwitz et a débarqué toute la population juive, tous les détenus juifs qui avaient été raflés par Barbie ici dans la prison de Montluc. Voilà le troisième fait. Donc on est en présence d'actes qui sont bien sûr typiquement des crimes contre l'humanité. On est bien d'accord. Ces gens ont été choisis par Barbie, soit parce qu'ils étaient juifs, coupables d'être nés juifs, soit parce qu'ils faisaient partie d'une communauté, la communauté des résistants, qui avait osé s'opposer à la doctrine nazie. Donc on est bien en présence d'un crime contre l'humanité, et c'est dans ces conditions que l'on a pu engager ce procès, principalement sur ces trois fondements. Alors, le procès n'a pas été totalement diffusé en direct, seule l'ouverture du procès a été diffusée en direct, en Mondiovision. Je crois que c'est le seul cas où l'ouverture d'un procès a été diffusée en Mondiovision. L'organisation du procès, bien évidemment, était de gérer la masse du public qui souhaitait assister au procès, que ce soit les victimes, que ce soit les journalistes. 650 demandes d'accréditation de journalistes du monde entier. Il a fallu, bien sûr, organiser les débats, 39 avocats de partie civile, plusieurs dizaines et dizaines de victimes. Ce procès a duré 1 mois et demi. Donc tout ça exigeait, bien sûr, une organisation, une rationalisation des choses pour qu'encore une fois, ce procès se passe dans la dignité et surtout dans le strict respect des droits donnés à la défense. Il fallait que Barbie fût jugé avec tous les droits que donne à un accusé un état de droit, un état démocratique. Le procès Barbie, ce n'était pas la vengeance de la victime, non, devenue vainqueur. Le procès Barbie, c'était l'acte de justice posé dans sa plénitude, qui était la seule réponse qui était à la hauteur de ce qu'avaient subi les victimes de Barbie. Hélas, 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 Barbie n'a jamais eu la moindre expression de regret ou de compassion vis-à-vis des victimes. Barbie est enfermé, et c'est ça le drame, dans la certitude qu'il n'a fait que son devoir. Il était SS, il avait prêté le serment de SS, et à partir de là, la fin justifiait les moyens.
Le dernier mot qu'il a prononcé, juste avant que les jurés ne se retirent pour délibérer, c'était de dire « Oui, j'ai été sévère avec la résistance. Oui, j'ai été implacable. Mais c'était la guerre, et la guerre est finie. » Et pour Barbie, la guerre, eh bien, elle permettait tout. Si Barbie a émis un regret, c'est simplement qu'Hitler ait perdu la guerre, que son Dieu ait perdu la guerre. C'est ça le drame du fanatisme. On n'a pas de regard sur les victimes, on n'a de regard que sur le service que l'on rend à la croyance fanatique qui s'est emparée de vous. La défense mise en place par les avocats de Barbie était ce que l'on appelle la défense de rupture. C'était maître Jacques Vergès qui en était le grand prêtre, le grand propagandiste. Ça consiste à mettre en cause la légitimité de la juridiction à juger la personne qui comparaît devant elle. On ne va pas aborder la personnalité de celui que l'on va juger, on ne va pas aborder le fond des faits qui sont reprochés à l'accusé, on va simplement dire, vous juge, vous n'êtes pas légitime. Vous n'êtes pas légitime à juger Barbie. Alors on a dit vous n'êtes pas légitime parce que Barbie était tranquillement en Bolivie, vous n'aviez pas à le récupérer de la manière dont vous l'avez récupéré, et surtout vous Français, commencez à balayer devant votre porte, car regardez ce qu'a fait la colonisation au XIXe siècle, regardez le comportement qu'ont eu les Français il y a plusieurs décennies, vous êtes mal placé pour reprocher à Barbie d'avoir été inhumain. C'était un peu ça, c'était de l'évitement. Alors que l'on aurait pu avoir une autre mode de défense, que l'on aurait pu envisager un autre mode de défense, précisément en montrant comment un garçon, bien sous tout rapport, devient une véritable machine à tuer, machine à torturer, parce que le fanatisme a fait ses ravages. Ça n'a pas du tout été évoqué. Barbie, 3 jours après le début des débats, n'a plus souhaité assister au procès, parce qu'il ne voulait pas avoir à donner des explications. Il ne voulait pas se retrouver devant les mères des enfants d'Isieux pour pouvoir tenter de justifier l'injustifiable. Alors il a commencé à dire qu'il n'y était pour rien, que Visieux, c'était pas de son fait. Malheureusement, Serge Klarsfeld avait retrouvé un télégramme par lequel, 24 heures après les faits, même le soir même des faits, Barbie rendait compte à sa hiérarchie de la rafle des enfants d'Isieux. Donc là, signer Klaus Barbie, c'était difficile de dire que l'on était étranger à ça. Donc Barbie n'a pas pu avoir un seul moment de regret, de remords vis-à-vis des victimes. Cela lui était, je pense, impossible. Bien, il faut essayer évidemment de ne pas se laisser aller à l'émotion, bien qu'on serait des monstres si en entendant les horreurs que l'on a entendues pendant près d'1 mois et demi, on serait insensible, bien évidemment. Il faut se dire que même l'individu qui a commis les crimes les plus affreux a droit à sa défense, que l'on doit se pencher sur son mode de défense, que l'on doit vérifier qu'il a été mentalement et qu'il demeure mentalement, entre guillemets, normal, c'est-à-dire susceptible d'être jugé. Il faut essayer d'avoir ce minimum de recul, même si bien sûr, le juge, encore une fois, n'est pas insensible au drame que l'on vient rappeler devant lui. C'est bien sûr la grande difficulté, mais cette difficulté, elle existe également tout au long de la vie d'un juge qui va avoir devant lui des crimes affreux, des victimes, des parents, des enfants, de gens qui ont été tués, assassinés, des jeunes filles violées, des gens qui ont été atteints dans leur chair. Et il faut qu'il garde, bien évidemment, ce recul qui n'est pas, encore une fois, antinomique à une certaine empathie pour pouvoir tenter de poser d'une manière tout à fait neutre, tout à fait équitable, l'acte de justice que l'on attend de lui. Nous étions l'accusation, le juge n'est jamais seul, et c'est une très grande garantie que celle de la collégialité. Barbie a été jugé par 12 personnes, 3 magistrats professionnels et 9 jurés, et pour condamner Barbie, il a fallu une majorité d'au moins 8 voix sur 12. Donc c'est par une majorité d'au moins 8 voix sur 12 que Barbie a été condamné. C'est très difficile de dire qu'il y a eu un témoignage qui a plus marqué qu'un autre. Je pense que le témoignage de ces femmes qui ont été déportées à Ravensbrück, qui sont venues expliquer ce qu'elles avaient subi, c'était quelque chose de poignant. Et puis surtout, bien sûr,
les mères des enfants d'Isieux, la directrice de cette colonie d'enfants d'Isieux qui, par bonheur pour elle, n'était pas là ce jour-là et qui est venue exhaler le drame de ses enfants, bien évidemment, c'était des moments les plus dramatiques. Mais je dirais, chaque témoin, même ceux qui ont été moins spectaculaires, qui ont été plus réservés, apportait un lot de souffrances, un lot de non-dits qui était émouvant. Donc c'est très difficile d'établir un palmarès, si l'on peut dire. Les leçons du procès Barbie, c'est évidemment porter le témoignage de ce qui s'est dit. L'intérêt du procès Barbie, encore une fois, c'est qu'il a été filmé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en présentant à la jeune génération le témoignage du vécu absolument inimaginable de certaines personnes qui peuvent être proches d'eux, eh bien ça permet de tenir le langage des leçons de l'histoire. S'il n'y avait pas de leçons à tirer du procès Barbie, le procès Barbie n'aurait servi à rien. Et aujourd'hui, montrer ce que peut faire le fanatisme par les temps où des jeunes sont tentés d'aller par adhésion à je ne sais quelle philosophie folle de Daesh, aller se faire exploser au milieu de populations, montrer ce que peut fabriquer le fanatisme, ça c'est véritablement la mission que l'on doit avoir en tirant les leçons du procès Barbie. Le procès Barbie, c'est le procès de la démonstration de ce que peut faire le fanatisme. Ici, à nos portes, le peuple allemand était un des peuples les plus brillants, les plus intelligents que l'on connaisse au XVIIIe, XIXe siècle. Voilà comment un dictateur est parvenu à capter la conscience, on peut employer ce mot, d'individus éminemment intelligents pour les transformer en barbares. Le procès Barbie, c'était véritablement un moment où la nation française a fait une démarche de mémoire collective qu'elle n'avait encore jamais fait jusqu'à ce moment-là, en direction de l'universalité des victimes du nazisme, que ce soit les résistants, que ce soit les juifs, que ce soit les simples raflés. On a nationalement, d'une manière tout à fait transcendant toutes les différences, toutes les sensibilités, eh bien, entrepris cette démarche de regarder dans le rétroviseur de l'histoire, non pas par volonté de passéisme ou de je ne sais quoi, mais précisément pour en tirer les leçons. D'où l'actualité des leçons du procès Barbie.